Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver, à vous qui aimez poursuivre lorsque la route s'arrête, pour cette vidéo que beaucoup d'entre vous attendaient avec la plus grande impatience. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers d'un vélo qui défraye un peu la chronique en ce moment, en tout cas qui promet beaucoup. Beaucoup sur le papier, beaucoup dans ses équipements, un cadre carbone avec des périphériques que l'on ne retrouve pas normalement à cette gamme de prix. Je veux parler du vélo qui est derrière moi, à savoir le Nakamura Allroad Team Carbone. Nakamura, la marque maison d'Intersport. Alors, est-ce que vous êtes prêts à découvrir ce vélo à la fois en studio et sur le terrain? C'est parti! Alors, on ne peut pas parler de ce vélo sans resituer d'où il vient, c'est-à-dire sans resituer la marque Nakamura, qui est bien plus qu'une simple marque de vélo. Alors, avis aux boomers, et je vais vous dire, c'est un peu à ça qu'on vous reconnaît. La blague à 2 balles que certains ne peuvent pas s'empêcher de faire dans les commentaires chaque fois que je présente un vélo de la gamme Nakamura. Et c'est à ça qu'on vous reconnaît, la fameuse blague. Je ne savais pas que la chanteuse faisait des vélos. Toi t'es bon qu'à planer, ouais je sens ta sème, j'ai l'avocat. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Ferme la porte, y'a la pouki dans le side. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Moi quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Nakamura, c'est la marque du groupe donc Intersport, qui a été créée il y a pratiquement 30 ans maintenant, au milieu des années 90. Alors que, enfin là je parle bien de Nakamura, parce que Intersport, ça a été fondé en 1968. Alors pourquoi un nom à consonance japonaise? Pourquoi pas un nom à consonance française? Tout simplement, il faut vous remettre dans le contexte des années 90, le contexte de l'époque. Et en 90, la mode, elle est au Japon. Le Japon, c'est un acteur majeur de l'innovation et de la technologie qui domine dans les années 90 et dans de multiples secteurs, que ce soit la musique, que ce soit la technologie, l'industrie automobile. Des marques comme Sony, Panasonic, Toshiba, Nintendo. Rappelez-vous que le Walkman est sorti depuis pas longtemps. On a le Dixman qui est arrivé, les mini chez Navy, la Super Nintendo, la PlayStation qui vient de sortir. Bref, tout ce qui vient du Japon a tendance à faire rêver. C'est une image de fiabilité, c'est une image de design et d'avance technologique. Même dans l'automobile, on voit que les marques comme Toyota, comme Honda, comme Mazda cartonnent avec leurs innovations et la qualité de fabrication et la fiabilité de leurs produits. Chez Intersport, ils ont pris cette tendance, c'est le principe du marketing et se sont dit on va surfer sur la vague japonaise, d'où le nom Nakamura. Dites-vous bien que le nom d'une marque, quel qu'il soit, est toujours le symbole d'une époque. Par exemple, quand j'étais petit, les voitures Renault s'appelaient Renault 12, Renault 14, Renault 20. Bah oui, j'ai passé la cinquantaine. Aujourd'hui, elles portent des noms comme Mégane ou Capture. Et parfois, on fait ce qu'on appelle du rétro-marketing, comme avec la R5 qui vient de ressortir dans une version électrique. Ces noms racontent une histoire, un contexte, et c'est exactement dans cet état d'esprit qu'Intersport a voulu faire et créer la marque Nakamura. Je sais bien que ce nom divise. Certains d'ailleurs en commentaire dans les vidéos précédentes m'ont dit « Jamais je n'achèterai un vélo avec cette marque Nakamura ». Pourtant, je suis sûr que si le même vélo avait un logo Canyon, eh bien, il serait acheté par ces mêmes personnes. Est-ce qu'il y a une forme de snobisme? Un peu, parce qu'il y en a quand même un peu dans le vélo. Mais c'est là qu'on voit la toute-puissance du marketing. C'est la raison pour laquelle le grand rival Decathlon a créé la marque Van Rysel pour se différencier tout simplement de Between. Histoire que le vélo à roulette, le petit vélo que vous allez acheter à votre petit-neveu, eh bien, ne soit pas le même que le magnifique carbone de compétition avec lequel vous allez rouler le dimanche. C'est donc une histoire avant tout de marketing et une histoire d'image qui ne change pas finalement les caractéristiques du vélo. Mais l'image a son importance et Nakamura, donc Intersport, a fait le choix de rester fidèle à ses 30 ans d'histoire. Et en termes de marketing, on appelle ça tout simplement un positionnement. Aujourd'hui, Nakamura a son bureau de recherche et de développement basé à Longjumeau. Donc ça, c'est en région parisienne. Et une grande partie des vélos sont assemblés dans le 44, à côté de Nantes, à Machecoul, à la MFC, Manufacture Française du Cycle. Là où sont produits toutes sortes de modèles, des VTT, des vélos de course,
des gravels, des vélos de ville, des vélos à essence électrique. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo dédiée que j'avais réalisée sur le site de la MFC, Manufacture Française du Cycle, qui produit donc 300 000 vélos par an, faisant d'ailleurs la plus grande usine de vélos en France. J'en profite d'ailleurs pour faire passer un petit message personnel. Je n'ai pas l'habitude de réagir de cette façon-là sur les vidéos, mais suite à cette vidéo, il y a quand même des choses qui m'ont dérangé. L'immense majorité d'entre vous a aimé découvrir de l'intérieur cette usine et il y a eu beaucoup d'excellents commentaires. Mais quand même, il y a eu quelques haters qui ont été extrêmement critiques, pour ne pas dire irrespectueux. Alors pas envers moi, hein, parce que ça, je gère, j'ai l'habitude, je suis exposé sur YouTube, sur réseaux sociaux, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Mais qui ont été très condescendants envers les personnes qui travaillaient là-bas, en dénigrant leur savoir-faire, en disant que c'était des simples monteurs, que leur travail n'avait pas beaucoup de valeur, qu'eux seraient exactement capables de faire la même chose dans leur salon. Je trouve que, franchement, c'est un sacré manque de respect pour tous ces salariés. Et il faut quand même savoir que quand Intersport a racheté cette usine, qui était une usine historique, qui faisait avant les vélos Gitane, elle était en faillite. Ils ont relancé l'activité, ils ont multiplié par 6 le nombre d'employés. Aujourd'hui, c'est plus de 600 personnes qui travaillent dans cette usine, dont 50% de femmes. Et 600 personnes pour une petite ville comme Machecoul, au niveau économique, c'est énorme. Parce que ces femmes et ces hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se logent, ils mangent, ils ont une vie famille, ils mettent leurs gamins à l'école, ils payent leurs impôts. Bref, ils font vivre toute une économie, tout un écosystème local. Et je trouve qu'ils méritent largement le respect pour le travail. Parfois, je me dis qu'on est dans un pays de schizophrènes. Quand des usines sont délocalisées à l'étranger, il y a quelques Français qui râlent, et parfois à juste titre, mais quand on développe de l'économie locale, il y en a encore qui trouvent le moyen de dire que c'est pas assez, qu'ils pourraient faire mieux, qu'il faudrait tout faire ici à 100%. Et je me dis, mince quand même, on ne peut pas déjà juste se réjouir qu'ils ont sauvé des emplois et ils en ont même multiplié par 6. Bref, je clôture cette revendication assez personnelle et on va revenir à notre vélo. Alors, les vélos Nakamura, donc, ils sont conçus, je vous le dis à Longjumeau, et assemblés en France. Pour ceux qui vont dire, oui, mais le cadre, il n'est pas fabriqué en France. C'est vrai. Aujourd'hui, nous ne savons plus fabriquer des cadres carbone de manière industrielle, c'est-à-dire en grande série, afin de maîtriser les coûts et de maîtriser le prix de vente. Qu'on le veuille ou non, le savoir-faire sur le carbone aujourd'hui est en Asie, un peu en Italie, mais plus en France. Alors je sais que certains vont me dire dans les commentaires, oui mais il y a des carbones qui sont fabriqués en France. Ok, il y a 2 marques qui produisent encore des carbones en France, mais qui le font de manière artisanale. D'un côté, on a Sifa qui fait un très joli modèle qui s'appelle le Paradoxe. Ce vélo est vendu à 7 500 €. Je ne parle pas du vélo. Uniquement le kit cadre, il n'y a aucun équipement. Et pour le même tarif, cette fois-ci avec l'équipement complet, le groupe, les roues, vous avez le Wishone Sub qui lui est fabriqué à Millau. Mais ça reste de l'ultra niche et ce n'est pas des productions ce qu'on appelle industrielles. Comprenez bien que en France, vous n'aurez jamais un vélo complet en carbone à moins de 2200 €, puisque c'est le prix du vélo qui est derrière moi. Ça n'est juste pas possible aujourd'hui et ça ne le sera sans doute jamais. Peut-être que certains qui regardent cette vidéo pensent que j'ai tort. Après tout, pourquoi pas? Mais à vous de me prouver le contraire. Et ça, c'est la réalité du marché. Bref, revenons à ce Nakamura, parce que jusqu'à présent, on n'en a pas encore beaucoup parlé. Alors, allons voir ce vélo de près. Parlons de l'arrivée du gravel chez Nakamura. D'abord, le gravel est arrivé en 2021 lorsque Nakamura a fait une vraie percée dans le gravel avec le vélo derrière moi, je veux parler du Century 250. Un modèle proposé à 1000 €, 999,99 €, qui avait surpris pas mal de monde. Pourquoi? Parce que par rapport au vélo de l'époque, il proposait un équipement ultra complet à un prix très compétitif. Un cadre en aluminium, avec une géométrie qui permettait déjà de passer des pneus en 45, alors que de nombreux vélos proposaient, ou en tout cas se limitaient encore à des pneus en 40 mm, avec un groupe Shimano GRX 400 hydraulique, là où s'il vous plaît la concurrence utilisait encore des freins mécaniques, en tout cas à tarif équivalent. On avait aussi des axes traversants de 12, alors que beaucoup de marques
étaient encore restés sur des axes à blocage rapide. Je veux parler de vélos de cette gamme de prix, hein, entendons-nous. Autant dire qu'il était déjà dans la tendance et puis il arrivait à, voilà, on est post-Covid et le gravel explose à ce moment-là. Donc il est arrivé au bon moment avec la bonne offre. Bien sûr, il avait quelques défauts de jeunesse. Par exemple, le contre-écrou de l'axe traversant, donc de la fourche avant, n'était pas solidaire de la fourche. Ce qui a fait qu'il y a plus d'un cycliste qui se sont retrouvés sur le carreau après avoir perdu cet écrou en pleine forêt ou en pleine campagne parce qu'ils avaient démonté leurs roues. On avait également des roues, quant à elles, qui n'étaient vraiment pas terribles. Elles étaient lourdes, elles avaient une difficulté de rendement, les gens n'étaient vraiment pas satisfaits de ces roues. Et puis on avait, mais à l'époque c'était encore normal, un passage de câble en externe. Nakamura, qui est très à l'écoute de ses clients, a pris en compte ces critiques et en 2024, ils ont sorti une nouvelle version. Ils ont corrigé en fait tout ce qui n'allait pas dans le précédent. À la fois une fourche à l'avant repensée avec un écrou intégré bien sûr pour sécuriser l'axe traversant, et surtout de toutes nouvelles roues en aluminium Mavic qui, avec leur profil légèrement haut et puis leurs stickers Mavic, apportent une touche un peu racing, je trouve, au vélo. On a également un passage interne des câbles. Donc, ils ont conservé ce qui faisait la qualité du Century 250, mais cette fois-ci rebaptisé All Road, et puis ils ont surtout mis une peinture qui est plus dans tendance, une peinture un peu caméléon. C'est vrai que le gris du Century était un peu tristounet, il faut bien dire. Donc en fait, ils ont su s'appuyer sur l'expérience utilisateur, les retours, pour pouvoir monter en gamme et créer ce All Road dont vous pouvez bien sûr retrouver la vidéo test qui date déjà il y a quelques semaines, mais je vous mets le lien sur l'écran. Il est peut-être temps maintenant que je vous présente ce All Road Team Carbone. Alors le All Road Team Carbone, comme le nom l'indique, se veut dans une version plus haut de gamme par rapport à l'aluminium pour jouer dans une autre cour, c'est-à-dire rendre un vélo accessible qui va s'approcher du haut de gamme. En tout cas, sur le papier, c'était le projet. On pourrait dire que c'était le cahier des charges au niveau de l'ingénierie. Et dès qu'on pose les yeux dessus, on voit qu'il y a un réel travail qui a été fait pour concevoir un vélo élégant. Une peinture, moi, que je trouve particulièrement réussie. J'aime beaucoup personnellement les vélos avec des peintures caméléons, c'est-à-dire qui changent de couleur en fonction de la lumière. Bien sûr, les goûts et les couleurs, ça reste toujours subjectif. Et puis un comportement aussi très novateur. Mais ça, vous le verrez dans la suite de la vidéo lorsque je vous emmènerai sur le terrain. Ce vélo repose sur un cadre full carbone qui va offrir une certaine légèreté. Le vélo complet dans sa configuration, c'est 9 kg. À la fois une bonne rigidité latérale et une certaine souplesse verticale pour absorber les vibrations, en tout cas un peu mieux que la version aluminium. C'est un avantage indéniable pour les longues sorties d'avoir ce type de confort apporté par le carbone. Passons maintenant en revue ce vélo. Comme je vous disais, on a ici un cadre carbone, qui est une géométrie gravel qu'on pourrait qualifier de, comment dire, classique. En tout cas, all road, puisque c'est un peu le nom du vélo, donc tout chemin. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire un vélo all road? Qu'est-ce qu'on veut dire par tout chemin? Est-ce qu'on n'est pas en train de réinventer l'eau chaude? Alors depuis l'apparition du gravel en 2015, je sais que certains vont me dire mais on faisait déjà du gravel avant la Seconde Guerre mondiale lorsque on avait des colmultiers, et c'est vrai, mais je veux parler du gravel moderne qui est apparu il y a 10 ans environ. Les vélos et les géométries se sont énormément diversifiées. D'un côté, vous allez retrouver des géométries un peu orientées VTT, c'est-à-dire un top tube qui est long et une potence qui est courte, avec un angle de fourche très ouvert, acceptation de pneus assez large pour avoir la meilleure polyvalence possible sur les terrains accidentés et pouvoir partir à l'aventure vraiment hors des sentiers battus. Donc des vélos qui sont vraiment faits pour aller dans les chemins, dans la caillasse. Et puis d'un autre côté, certains constructeurs font le choix d'avoir des géométries plus proches d'un vélo de route, c'est-à-dire un top tube un peu plus court, une potence un peu plus longue, un angle de fourche, si vous voulez, moins ouvert, avec une position un peu plus aérodynamique. Deux points de vue qui se défendent parce que ça va dépendre des pratiques, des usages et le programme auquel vous voulez souscrire vos sorties de gravel. Le All Road Team Carbone, lui, s'inscrit clairement plutôt dans la deuxième tendance, c'est-à-dire il va plus être proche en termes de géométrie d'un vélo de route, à savoir
un top tube assez court, une potence un peu plus longue, pas très longue, puisque là en M j'ai une potence de 100 mm, mais pas de 70 ou 80 comme j'ai par exemple sur la piste. Mais ça correspond bien au programme du vélo, parce que ce vélo, c'est un vélo polyvalent, qui est conçu pour rouler vraiment sur la route, pour ceux qui veulent faire de la route et un tout petit peu de chemin, et puis aussi s'aventurer dans les chemins, et non l'inverse. Par exemple, la piste en titane que je vous ai présenté il y a quelques temps avait une toute autre philosophie. C'est d'abord un vélo qui est fait pour aller dans les chemins et qui permet d'aller sur les routes. Et puis Nakamura, c'est d'abord une philosophie grand public. La philosophie d'Intersport, c'est de proposer un vélo polyvalent, accessible au plus grand nombre. L'objectif d'Intersport, ce n'est pas de créer des modèles ultra typés. Ce n'est pas l'objectif, parce que Intersport vise à une clientèle large, une clientèle généraliste, qui veut un vélo qui peut s'adapter sur différentes pratiques et qui ne veut pas être limité à un usage spécifique. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas un vélo soit vraiment chemin ou un vélo pure compétition. Bien sûr, les cyclistes qui vont rechercher soit des vélos de compétition, soit des vélos orientés tout-terrain pourraient être déçus parce que ce n'est pas dans cet état d'esprit qu'a été créé ce vélo. Il faut garder en tête que le but d'Intersport est de concevoir des vélos qui ne restent pas sur les étagères. Leur but, c'est une entreprise, c'est de vendre des vélos et vendre des vélos qui correspondent à un public large. La plupart des utilisateurs ne sont ni des ultra-compétiteurs, ni des gens qui vont taper dans de la grosse caillasse parce qu'ils vont s'orienter sur des VTT. Donc leur but, c'est pas de faire des vélos pour une ultra niche. Pour ça, il y a des marques plus adaptées. C'est donc un cadre intermédiaire et ce cadre carbone se situe en termes de qualité de carbone, on va dire entrée-milieu de gamme. C'est ni le plus léger vélo carbone du marché, j'ai testé des vélos bien plus légers, ni le plus performant, ni le plus confortable, ni le plus rigide. C'est un choix intermédiaire qui correspond à son programme et je pense aussi à son public cible, à ses destinataires. Alors, c'est discutable, mais c'est un parti pris à assumer, même si ça peut déplaire à certains, comme j'ai pu le lire sur certains articles ou voir dans certaines vidéos. Mais ce n'est pas la philosophie de Nakamura, ce n'est pas de faire des vélos exclusifs, mais des vélos qui correspondent au plus grand nombre. Par analogie, Intersport est au vélo ce que Ikea est au canapé. Si vous cherchez un canapé avec un bon rapport qualité-prix, Ikea peut être une excellente réponse. Mais si vous voulez quelque chose de beaucoup plus qualitatif ou avec un design beaucoup plus travaillé, il faudra vous orienter vers d'autres marques. Peut-être aller chez Roche-Beaubois ou peut-être aller chez Lignes-Roset. Cependant, ça ne va pas être tout à fait le même tarif et vous ne serez pas du tout dans le même budget. C'est là qu'il faut faire attention parce que souvent, dans les comparaisons, et j'essaye de faire ça dans mes vidéos, de comparer ce qui est comparable, de mettre en perspective les choses équivalentes. Si vous comparez un canapé Ikea, il faut le comparer à un canapé Conforama. Et c'est souvent ça le problème. Si vous comparez ce vélo à un Spé S-Works à 14 000 €, bien évidemment, vous allez trouver que celui-ci est nettement moins bien. Mais si vous le comparez à un vélo dans des gammes de prix équivalentes, déjà, il faudra en trouver. Franchement, celui-ci tire largement son épingle du jeu. Et puis, si vous cherchez un vélo plus typé, vous vous orientez vers des marques spécifiques. Donc, moi, je trouve qu'il est cohérent dans sa qualité de fabrication et dans son comportement sur le terrain, mais ça vous le verrez dans quelques instants. Alors maintenant, passons en revue les caractéristiques techniques de ce vélo. D'abord, ce cadre est équipé de nombreux points de fixation. Pour vos sacoches, donc pour tous ceux qui veulent se lancer dans le bikepacking, c'est vraiment idéal. On en a sur la fourche avant, on en a sur le top tube, on en a sous le tube diagonal, on en a sur les côtés, bref, il y a vraiment de quoi mettre de la bagagerie. On a un dégagement des pneus qui est quand même très généreux, 45 mm, et même à l'avant, on peut mettre un 50 mm. J'ai pas testé à l'arrière, mais je me demande même si ça passe pas. Bref, ça reste quand même relativement polyvalent et puis très moderne dans ce qu'on peut attendre d'un vélo, même si la géométrie, elle, a un peu plus route. On a une câblerie totalement intégrée, y compris au niveau de la DOI de direction, ce qui est exceptionnel pour cette gamme de prix.
Et puis, cette peinture métallisée avec ces décors irisés qui vont changer de teinte selon l'éclairage, moi je trouve que ça apporte une touche remarquable, en tout cas qui magnifie le vélo. On a également une patte de dérailleur universelle UDH, donc le nouveau standard proposé par SRAM, puisque jusqu'à présent, quasiment, vous aviez une patte de dérailleur par marque de vélo. Heureusement, c'est en train de changer avec le système UDH. Eh bien, chaque vélo n'a plus sa propre patte de dérailleur. Donc, en cas de remplacement, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que bientôt, dans n'importe quel magasin de vélo, et si vous voyagez, eh bien, d'avoir une patte universelle sera quand même beaucoup plus simple. J'espère que Shimano va faire de même, ou l'idéal, ça serait que Shimano et SRAM puissent s'associer pour faire une seule patte de dérailleur qui irait à tous les vélos. Mais peut-être que là, je rêve un peu trop. En tout cas, c'est une vraie avancée d'avoir cette patte UDH dans l'industrie du cycle. Côté équipement, on va retrouver une transmission électronique sans fil, la transmission SRAM Apex. Vous allez me dire, une transmission électronique, est-ce que c'est bien utile? Et donc, d'à proposer un changement de vitesse instantané, sans câble, sans contrainte mécanique. Alors, à ce tarif, oui, regardez la concurrence, il est impossible de trouver un vélo à ce tarif, 2199 € avec une transmission électrique. Ils seront tous à ce prix en transmission mécanique. Alors attention, je ne dis pas qu'une transmission mécanique, ça ne fonctionne pas. Je ne dis pas que c'est moins bien. Je ne dis pas qu'une transmission électrique, c'est l'alpha et l'oméga du vélo. Mais pour vous donner une idée, je donne souvent cette image ou cette analogie. C'est un peu comme une boîte automatique sur une voiture. C'est pas indispensable, mais une fois qu'on y a goûté, faut reconnaître que c'est quand même très confortable et difficile de revenir en arrière. D'ailleurs, les plus anciens d'entre vous se souviennent peut-être de Jérôme Bonaldi à la grande époque de Nulle part ailleurs, quand c'était présenté par Philippe Gildas, qui avait cette phrase que j'aimais particulièrement, enfin une phrase un peu culte, lorsqu'il présentait des objets technologiques, il disait « inutile, donc totalement indispensable ». Eh bien, je trouve que c'est un peu l'idée d'une transmission électrique. Est-ce que c'est utile? Pas nécessairement. Le mécanique marche très bien. Mais une fois qu'on y a goûté, on trouve ça vraiment cool et vraiment indispensable. Plus de câble à gérer, donc plus de tension ou détente du câble. Donc une fois que votre dérailleur est réglé, il est toujours aligné en face des pignons, sauf en cas de chute. Et puis la technologie SRAM, elle a été largement éprouvée. Ça fait plus de 10 ans que le système sans fil existe. Donc on a un système qui est fiable, qui est abouti, on a des mini-batteries donc situées sur le dérailleur qui vous donnent 800 km d'autonomie. Bien sûr, ça va dépendre du nombre de changements de vitesse. Si vous changez beaucoup, ça va peut-être un peu moins, un peu plus. Alors, petit conseil pratique, quand vous partez rouler, moi je vous invite, en tout cas je fais toujours ça, j'emmène une seconde batterie. Ça pèse vraiment mais rien, c'est quelques grammes. Comme ça, si vous oubliez de charger, vous avez toujours une roue de secours pour ne pas vous retrouver en panade dans la pampa. Donc, n'oubliez jamais de partir avec une seconde batterie. Alors oui, il faudra l'acheter en plus parce que le vélo n'est pas livré avec 2 batteries. Mais il est livré avec la batterie et bien évidemment son chargeur. Côté périphérique, Nakamura a fait confiance là aussi à Zipp, pour information, qui appartient au groupe SRAM. Sauf le cintre, qui est un cintre sans marque, un peu peut-être trop typé route à mon goût, avec un drop peut-être un peu important. Alors, je rappelle, le drop, c'est la hauteur entre ici et là. Et puis, le flair, donc c'est l'écartement sur les côtés. Peut-être qu'un drop un peu moins important, peut-être qu'un flair un peu plus large. Après, ça se discute. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur les guidons parce qu'il n'y a pas de guidon. Souvent, on me demande en message privé, mais alors quel est le meilleur guidon? Mais il n'y en a pas. Moi, j'y ai des guidons avec des drops pas très importants, plus importants, avec des flairs, donc des écartements, des inclinaisons importants, moins importants. Une époque, j'ai roulé très large. Maintenant, j'en suis un peu revenu. Je suis pas non plus droit parce que ça, j'arrive plus à rouler qu'un cintre droit, typiquement cintre de route. Ça va dépendre vraiment de chacun. Il est dans la moyenne, on va dire, et donc une nouvelle fois, je trouve qu'il est cohérent malgré tout par rapport au vélo, n'en déplaise à certains. Alors côté roue, on a un vrai point fort. Dans la version alu, ils avaient déjà passé sur les Mavic en aluminium, mais ce n'était pas des roues spécifiquement gravel. Et là, il y a vraiment un gap qui a été passé, surtout à ce rapport qualité-prix qu'on ne va pas retrouver chez la concurrence. Donc ils ont fait le choix de partir sur la fameuse Mavic Allroad S. Souvent en message privé, vous me dites « j'ai des roues vraiment très de gamme,
j'aimerais monter en gamme sans pour autant vendre un rein et m'acheter des bonnes roues en aluminium, eh bien c'est très souvent celle-ci que je vais vous conseiller, c'est-à-dire les all-road. Alors pas les entrées de gamme, pas les all-road simples, mais les S ou la gamme juste au-dessus si vous avez un peu plus de budget. Les roues all-road S, c'est des roues plutôt légères et plutôt performantes et surtout je trouve qu'ils ont des belles caractéristiques techniques. Ce sont des jantes de 25 mm de largeur interne, donc qui permettent de mettre des pneus assez larges. Et je rappelle qu'aujourd'hui, la tendance sur des jantes, c'est plus votre jante est large, mieux votre pneu va être logé. Si vous avez une jante trop étroite, votre pneu va faire en fait une forme de, si vous voulez, d'ampoule et va bouger dans les virages. Si la jante est plus large, le pneu va plus faire un U et donc va être beaucoup mieux maintenu. C'est l'intérêt d'avoir quand même une jante large. Donc là, on peut mettre de 30 mm. Alors, vous ne pouvez pas mettre moins de 30 mm avec du 25 et vous pouvez mettre largement jusqu'à 50 mm puisque ce vélo peut l'accepter sur l'avant. Sur l'arrière, je ne suis pas sûr, mais je pense que 45, ça lui irait très bien avec ce vélo. Là, j'ai roulé en 40 pour le test, vous verrez sur le terrain. Mais en changeant, je lui mettrais des 45. Ça optimiserait, ça améliorerait encore, je pense, en chemin, le comportement de ce vélo. Au niveau de la technologie et de la roue libre, on a le système de Mavic ID 360 et le système QRM automatique. Alors c'est quoi? C'est une précharge automatique, déroulement qui va éliminer, si vous voulez, le besoin d'ajustement et garantir une plus grande durabilité et qui facilite, en tout cas facilement, l'entretien du corps de roue libre. On a au niveau de la jante le perçage qui est vraiment la marque de Mavic, ce qu'on appelle le perçage FORE, F-O-R-E. C'est une technologie qui rend la jante complètement étanche à l'air sans nécessiter de fond de jante. Donc pour le tubeless, ça c'est un vrai gain de plus. Et en plus, on gagne 30 grammes par roue. Alors, vous allez me dire 30 grammes par roue, hein. C'est quoi? C'est le poids d'une petite barre de céréales que vous n'allez pas mettre dans votre sacoche. Bon, ça ne va pas changer la face du monde, mais bon, voilà, c'est toujours un petit gain de poids et il n'y a pas de gains marginaux, comme diraient certains. En tout cas, ça ne va pas changer vraiment le poids, mais surtout, on n'a plus de fond de jante, donc toujours étanche, notamment lorsqu'on passe en tubeless. Je vous propose qu'on commence l'essai sur route pour voir comment se comporte ce vélo, car dans le nom all-road, tout chemin suppose un vélo aussi bien conçu pour arpenter la route que les chemins. Donc première partie de la vidéo, la route, montée, descente, et seconde partie, on ira dans les chemins des plus simples aux plus techniques. Là on est en pleine ascension, ça fait entre 7 et 8%. Eh bien on a un vélo qui s'emmène bien, par exemple là dans ce virage un peu en épingle, parce que on est sur un all-road. Donc vraiment une géométrie située entre le gravel et le vélo de route. Ce qui fait qu'on a une longueur de tube, le top tube, le tube horizontal, qui est plutôt proche de celle d'un vélo de course, tout en ayant une potence pas excessivement longue, puisque là je suis en M, avec une potence de 100. Et ça donne un côté assez vif, assez réactif. On sent aussi que le train arrière est relativement verrouillé, ce qui est assez plaisant lorsqu'on veut un usage route, puisque all-road, tout chemin. Et donc c'est bien la destination de ce vélo, entre route, chemin roulant, mais pas jusqu'au gravel très engagé. Il faudra faire d'autres choix. Bon, là on est en descente. Bien évidemment, comme j'ai un plateau de 40 à l'avant et puis un départ 10, bon bah 40-10, là je suis à 48 km/h. Je peux pas aller plus vite, parce que là j'ai déjà les jambes qui tournent à 120 par minute. Mais c'est pas non plus un vélo pour faire de la compétition UCI. Hein. Voilà, je suis à 50 km/h là. 51, je sais pas si vous voyez le compteur. Je vous montre un peu. Voilà. On est à 52. Bon bah là effectivement j'ai les jambes autour du cou, faut que je laisse filer, ça sert à rien de pédaler. Mais c'est conforme à un monoplateau. Allez, on va attaquer quelques virages. Un petit virage en épingle. Alors petit départ, on regarde loin. Sortez du virage. Pas mal. Pas mal, il suit bien la trajectoire. On va faire un autre essai dans ce virage-là. Est-ce qu'il s'engage bien?
Après c'est un peu gelé, il y a une voiture devant donc je peux pas complètement lâcher les chevaux. Mais oui, ça se haut de virage, moi je trouve qu'il s'emmène bien. Faudrait juste que je baisse la douille de direction pour qu'il soit un peu plus incisif sur l'avant. Mais ça c'est une question de réglage. Non, là dans les virages, un comportement standard. Ni de déport excessif, ni non plus un engagement excessif. Standard, on va dire. Allez, maintenant, chemin. Yeah. Ah, ça c'est quand même mieux. Déjà, alors moins de bagnoles. Vraiment, c'est les routes que je prends pas souvent. Je les ai vraiment pris pour vous montrer le vélo, le comportement dans une succession de virages. Mais c'est quand même mieux mon terrain de jeu. Alors nous voilà en sous-bois, qui est un peu son terrain de jeu. Des chemins comme ça un peu roulants, pas trop défoncés. Sachant que, comme j'ai des chambres à air, je suis un tout petit peu plus gonflé que d'habitude par crainte de la crevaison. En tubeless, j'aurais bien baissé les pressions et si je devais garder ce vélo dans le temps, j'opterais pour des pneumatiques un peu plus larges. Aujourd'hui, moi, je roule quasiment plus en 40 par rapport à ma pratique. Hein. Je dis pas que c'est pas bien de rouler en 40, mais je suis parti maintenant et en plus ce vélo l'accepte. Donc je montrerai volontiers des 42, 45 faciles pour avoir une accroche qui correspond mieux à mon terrain de jeu. La petite chose qu'il faudrait que je change en termes de position, c'est que là il y a tous les spacers, donc on est à la position la plus haute, ce qui est un petit peu haut par rapport à ma pratique. Alors je suis plus aussi bas qu'à l'époque où je faisais de la compétition cycliste pour être en mode aéro, mais j'aime pas non plus être trop relevé. Je suis un peu en position intermédiaire, comme je l'expliquais dans la descente tout à l'heure. C'est que je trouve que quand on est un peu plus bas, c'est plus facile d'engager dans les courbes. Plus on est haut, moins on a une bonne maîtrise, y compris d'ailleurs en gravel, y compris dans les singles. Hein. Enfin, je trouve personnellement. En tout cas, c'est un pilotage moi qui me convient mieux. Au niveau du braquet, on est sur un braquet standard aujourd'hui de gravel monoplateau, sorti du commerce. Plateau de 40 à l'avant, 12 pignons quand même, hein, puisque c'est le groupe SRAM Apex. 40-44, ça va convenir à beaucoup de terrains, une nouvelle fois, à destination all-road. Certains vont dire, ah mais ouais, il faut des plus gros braquets. Mais c'est vrai, moi aussi, j'aime bien rouler. Et chez moi, j'aime bien maintenant, en monoplateau, partir sur des groupes, ce qu'on appelle mulets, donc des cassettes de VTT avec un dérailleur de VTT. Mais voilà, tout le monde n'habite pas dans ma région. Et pour beaucoup de gens, ça va être amplement suffisant. Côté filtration, en chemin, on a quelque chose qui est dans la moyenne. Il y a des gravels carbone beaucoup plus rigides. Cette année, par exemple, j'ai testé sur la vidéo que vous pouvez retrouver en haut à gauche, le Shimano GRX DI2. Et le vélo qui m'avait été prêté, c'est un rose backroad. Alors là, j'ai découvert ce que c'était un gravel rigide, comme autour de là, c'était un bout de bois. Le vélo, mais d'une rigidité, je me suis très souvent fait peur avec, mais c'est un vélo qui était destiné aux purs compétiteurs. À l'opposé, j'avais essayé des vélos très confort comme Glacier en acier justement. Maintenant, comparer du carbone à l'acier, ça n'a pas vraiment de sens, vous allez me dire, et je ne peux que vous accorder ce point. Mais voilà qui était, pour le coup, lié à l'acier, beaucoup plus confort. Au niveau des, si je compare maintenant avec d'autres gravel carbone, on est dans la moyenne, je trouve, avec peut-être un train arrière un tout petit peu verrouillé, mais bon là je vous fais le scoop, je l'ai quand même testé avec des roues carbone, pas là lors de cet essai-là, et avec donc des Mavic Allroad, donc la même gamme mais version carbone pour rester dans la lignée. Et ce problème-là avait un petit peu disparu. Donc je pense qu'il y a un effet aussi avec les roues alu, mais ça reste honnêtement, je vous dis ça parce que je monte sur plein de vélos différents. Depuis 4 ans que j'ai la chaîne, j'ai testé tellement de vélos différents, tout matériaux confondus, j'ai des points de comparaison. Mais pour l'utilisateur lambda, franchement, il n'y a pas un excès de rigidité. Mais en même temps, quand on s'achète un carbone, vous allez me dire, on n'achète pas un carbone pour un vélo mou, hein, sinon on va sur d'autres matériaux.
Donc je trouve qu'il a pour moi une rigidité qui donne quand même un petit coup de peps, un petit coup nerveux. Et même en chemin, là, si l'envie de vous en prend un peu d'accélérer comme là je fais à l'instant, bah ça répond. Et ça, c'est quand même ce qu'on attend d'un carbone. Quoi qu'en disent les détracteurs. Alors effectivement, il y a plus confort sur le marché, mais il y a plus rigide aussi. Et quand on remet dans la perspective du prix, et ben pour moi le vélo il est conforme au cahier des charges, on pourrait dire, et à son budget et à la cible. Voyons voir si j'essaye de faire un petit démarrage comme il se doit. Ouais, ça répond quand même pas mal, hein. Ça répond pas mal. Alors on sent que on a un cadre là un peu voilà, qui est verrouillé, mais c'est quand même très très lié au carbone qui est dans la filiation de son petit frère Alu. Là dans une pente à 4-5%, il peut être vénère quand même. L'hiver, il fait froid là, je vous dis pas, mais c'est sec et on monte comme ça en sous-bois, mais c'est le bonheur. Pas une bagnole, personne. Je sens que votre hôte va bientôt mettre le pied à terre. Les cuisses commencent à dire on est à bout de limite. Et puis ça manque un peu d'adhérence. On a les pneus tout chemin. Là, il faudrait chose un peu plus crantée. Est-ce que je vais... Ah non. Alors au cœur des bois, comme vous l'avez compris, ce Nakamura Allroad, je trouve qu'il remplit bien son office pour un vélo, je rappelle, donc Allroad, donc tout chemin. On est sur un comportement mixte entre un vélo de route typé endurance confort et un vélo de gravel pour chemin roulant. Quoique, regardez ici, c'est quand même pas forcément spécialement roulant et pourtant il passe bien. Le petit upgrade qu'il faudra faire quand vous aurez ce vélo, enfin pour ceux qui choisiront éventuellement de l'acheter, là je vous dis, je l'ai testé tel qu'il est sorti magasin, ça avec des chambres à air, il faut vraiment le passer en tubeless. Et le conseil que je pourrais vous donner si vous avez des routes comme ici, voilà, c'est de passer sur des pneus plus larges. Il accepte largement, vous voyez que ce soit à l'avant, il y a vraiment de la marge, que ce soit sur les bases arrière, il accepte largement des pneus de 45, donc vraiment, n'hésitez pas à passer sur des pneus beaucoup plus larges. Ça va vous apporter beaucoup de confort et puis peut-être un peu plus cranté, surtout en cette saison. Le groupe SRAM Apex, voilà, je ne sais pas quoi en dire, en fait c'est un groupe qui marche bien, il est fiable, groupe électrique accessible. Si vous êtes dans une région un petit peu plus accessible, effectivement, peut-être qu'un plateau de 38 serait de bon aloi. On a vraiment une très jolie couleur. Pour moi, le cahier des charges me semble plutôt rempli. Mais ça, on va en parler dans la conclusion. Alors en conclusion, que dire de ce vélo? Avant tout, je tiens à vous préciser que dans toutes mes vidéos, d'ailleurs, tests de matériel, tests de vélo, ce que je vous donne, c'est ma perception personnelle. Et ça n'est jamais une vérité absolue. Comme le disait mon ancien professeur de philosophie en terminale, Monsieur Bertin, que je salue, un point de vue est toujours la vue à partir d'un point. Autrement dit, il s'agit de ma lumière d'utilisateur qui va éclairer certaines zones, comme une lumière comme ça dans la nuit, mais il y a d'autres zones qui restent dans l'ombre, les zones sur les côtés qui ne sont pas éclairées. Donc, si vous voulez faire une idée approfondie, je vous invite à croiser différents points de vue. C'est la raison pour laquelle j'invite tous ceux qui possèdent ce vélo, qui ont déjà roulé avec, de passer maintenant dans la section commentaires et puis d'écrire vos retours d'expérience. Ça sera très utile parce qu'il n'y a pas que mon avis qui est important, d'avoir vos points de vue à vous et de savoir exactement ce que vous en pensez, si c'est proche, si c'est différent. Une nouvelle fois, la parole de Stéphane, ce n'est pas parole d'évangile et je ne détiens pas la vérité, c'est juste mon retour utilisateur. Donc on peut dire qu'après le Allroad Aluminium, ce Allroad Team Carbone s'inscrit, moi je l'ai trouvé un essai dans une véritable filiation avec son prédécesseur. Pour tous ceux qui roulaient avec la version aluminium, passer à cette version carbone vous donnera un sentiment de continuité et pas de rupture. Voilà, ce que vous avez aimé sur la version aluminium, eh bien vous retrouverez ces sensations, mais en fait juste en mieux, quoi, en plus fluide, en plus léger, en un peu plus réactif et finalement en un peu plus agréable. Alors la question, est-ce que c'est les meilleurs gravel carbone du marché?
Ben, la réponse est non. Bien évidemment, ça n'est pas le meilleur carbone du marché. J'ai testé sur la chaîne des carbones qui étaient bien plus performants. Vous pouvez trouver des géométries qui sont plus adaptées pour le tout-terrain ou des modèles qui vont être plus vifs, des modèles qui vont être plus confortables, des modèles qui vont être plus réactifs, qui vont avoir des spécificités particulières. Cependant, ce vélo a une force indéniable, c'est sa polyvalence et son rapport qualité-prix. Quand on regarde la qualité du cadre, le groupe, les périphériques, les roues, les pneumatiques, eh bien aucun gravel sur le marché en carbone ne peut rivaliser à ce tarif. Objectivement, tous les concurrents font moins bien sur le rapport qualité-prix-équipement. Donc la question finalement qu'on peut se poser, arrivé bientôt au terme de cette vidéo, à qui s'adresse ce vélo? Alors je pense que déjà tous ceux qui ont la version aluminium et qui veulent passer une version plus aboutie, avoir des sensations nouvelles sans pour autant être dans une rupture, ça va vraiment leur convenir. Mais je pense surtout aux cyclistes de route ou aux VTTistes qui sont habitués à un certain niveau de gamme, qui cherchent un gravel pour faire vraiment un second vélo ou s'essayer au gravel sans aller dans des chemins trop techniques parce que les VTTistes ils vont prendre leur vélo et puis les purs routards ils vont pas aller aimer rouler quand ça tabasse de trop. Donc qui veulent un vélo dans lequel ils vont retrouver les équipements haut de gamme qu'ils ont peut-être sur leur vélo sans pour autant lâcher un bras. Donc je pense que ce vélo il va correspondre vraiment aussi à ce deuxième profil et puis à tous ceux qui veulent tout simplement avoir un vélo qui a aujourd'hui un très bon rapport qualité-prix. En résumé, on a un vélo qui répond, moi je trouve, parfaitement au programme pour lequel il a été conçu, un vélo polyvalent, destiné au plus grand nombre, sans être exclusif, sans être très typé. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre et ça fait vraiment chaud au cœur de voir vos commentaires, vos retours. Je suis également très présent sur Instagram, c'est souvent là que ça se passe, en tout cas la semaine, par des petites posts, des stories, des réels. Et puis ce vélo, il y a eu un jeu concours qui a été lancé pour le faire gagner en partenariat avec Intersport. Et d'ailleurs, petite précision, cette vidéo que vous allez là maintenant n'est pas sponsorisée par Intersport. Ils ont sponsorisé la visite de l'usine MFC, mais pas cette vidéo. Mais moi, je voulais vous faire ce retour. Comme ça, les choses sont claires et vous savez à quoi vous attendre. Je vous dis une très bonne semaine. À très bientôt. Ciao, ciao.